En mars 2006, deux policiers ont reçu un appel pour se rendre dans un supermarché. Rien de spécial apparemment, le magasin avait juste un problème avec une cliente déjà connue pour semer la pagaille. Mais quand les policiers sont arrivés, ils ont trouvé quelque chose à quoi ils ne s'attendaient à nulle part. Un jeune homme qui semblait avoir une vingtaine d'années était affalé dans l'un de ces chariots motorisés qui servent de fauteuil roulant dans le magasin, tu vois. Son visage avait des coupures, ses mains étaient couvertes de marques, sa peau était un peu grisâtre et l'une de ses mains était tellement enflée qu'il ne pouvait même pas bouger les doigts. Sur le chariot, il y avait deux bidons de 5 litres de diesel. Un policier a tenté de s'approcher pour demander si tout allait bien, mais avant qu'il parle, une femme est apparue à ses côtés et lui a dit de ne répondre à aucune question. La femme était blonde et parlait avec une autorité qui ne correspondait pas à la situation. Elle a expliqué que ses blessures étaient dues à un accident de voiture et qu'il n'y avait rien d'anormal ici. Alors, les policiers ont accompagné les deux jusqu'à la sortie. Ils ont vu qu'il s'appuyait sur un chariot parce qu'il avait du mal à tenir debout, puis la femme l'a fait monter dans un pick-up. Ils sont partis. Les policiers ignoraient que ce jeune homme était déjà condamné. Je suis Marcos Campos et dans une ferme isolée au cœur du New Hampshire, une femme accomplissait son rituel d'ange vengeur. Selon elle-même, les hommes qui entraient là n'étaient jamais revus. Et là, évidemment, des questions se posent, n'est-ce pas? Comment la police, même appelée des dizaines de fois, n'a-t-elle rien empêché? Qu'est-ce qui poussait cette femme à enregistrer des audios des séances de torture pour les réécouter ensuite comme s'il s'agissait de ses chansons préférées? Et à qui appartiennent les 3 doigts humains retrouvés à la ferme et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été identifiés? C'est ce que nous allons enquêter ensemble aujourd'hui avec la présence illustre de Joe Cassini. Notre collab annuel est de retour, alors sois le bienvenu sur cette chaîne, Ju. Coucou tout le monde, je suis Joe Cassini, merci pour l'introduction. Marcos, je suis très heureuse d'être ici sur la chaîne une fois de plus pour raconter une affaire avec toi. Cette histoire est intense, c'est un plaisir d'être ici pour présenter des affaires avec toi et qu'il y ait encore d'autres collabs à venir. Passons aux faits. Pour comprendre cette histoire d'horreur de la vie réelle sous différents angles, il faut revenir dans une petite ville de l'Alabama appelée Fort Payne. C'est là que Sheila Kaybele est née le 4 juillet 1958. Sa famille, nombreuse et baptiste, paraissait tout à fait ordinaire vue de l'extérieur. Le père, Manuel Bailey, travaillait au département des routes de l'État et sa mère, Ruby, faisait le ménage chez les voisines pour compléter les revenus. Mais à l'intérieur de cette maison, la réalité était complètement différente. Manuel était alcoolique et avait un tempérament violent qui transformait les week-ends en véritables champs de bataille. Un soir, ivre, il a renversé un radiateur en fonte sur le sol de la cuisine et a commencé à jeter de la nourriture sur sa femme et ses enfants. La famille a essayé de s'enfuir en voiture et alors qu'il partait, Manuel a brisé la vitre du véhicule, mais il a trébuché et est tombé avant de pouvoir les atteindre. Dans toute cette confusion, la petite Sheila, qui avait 6 ans, a été touchée à la main par une boîte de conserve et elle a gardé une cicatrice qui n'a jamais disparu. Cette nuit-là, la famille s'est cachée dans un champ de maïs et a marché près de 10 kilomètres dans l'obscurité jusqu'à trouver un endroit sûr. Outre la violence domestique et psychologique, une autre dimension de l'horreur existait. Des années plus tard, Sheila et sa sœur Lynn ont révélé que leur père abusait sexuellement des filles depuis que Sheila avait 2 ans. Et il n'y avait pas que lui, Manuel amenait d'autres hommes à la maison pour participer aux abus. La sœur aînée a confirmé toutes ces informations des décennies plus tard au tribunal. Le psychiatre qui a examiné Sheila a décrit son enfance comme un environnement où les gens l'utilisaient comme ils le voulaient et où il n'y avait aucune forme de protection ou de sécurité. Là-bas, dans cet environnement, il y avait une menace constante de mort. Malgré tout, Sheila a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1976 et a essayé de construire une nouvelle vie. Elle était belle, charismatique, elle participait à des concours de beauté. Elle rêvait même de devenir chanteuse de country ou même mannequin. À un moment donné, elle a entamé des relations amoureuses, mais toutes suivaient un schéma dangereux, profondément ancré dans sa vie. Juste pour que vous compreniez, le premier mariage de Sheila avec un homme appelé John Baxter n'a duré que 6 semaines. C'est parce que Sheila a enfermé sa petite fille dans une armoire et l'a obligée à utiliser un seau comme toilette. Quand John a appris ce qui s'était passé, il a mis fin au mariage et s'est éloigné de Sheila autant qu'il le pouvait. Au début des années 80, Sheila a tenté de se suicider.
Elle a avalé tout un flacon de comprimé, est montée dans une voiture et a conduit jusqu'à s'évanouir au volant et avoir un accident. Elle a été hospitalisée et dans le coma plus d'une semaine. Quand elle s'est réveillée, elle a raconté une histoire qui allait tout changer à partir de ce moment-là. Elle a dit qu'elle était morte et que de l'autre côté, elle s'était vue assise à une table avec plusieurs hommes à la longue barbe. L'un d'eux, selon Sheila, était Dieu. Et Dieu lui aurait alors dit que le travail sur Terre n'était pas encore terminé. Et elle devait revenir et accomplir une mission. Punir les pédophiles. Tuer les pervers comme les hommes qui avaient abusé sexuellement d'elle quand elle était enfant. À partir de là, Sheila a commencé à se présenter comme un ange vengeur, quelqu'un qui avait reçu un ordre divin. Mais cela ne s'est pas produit immédiatement, d'accord? Il a fallu des années avant que cela commence à se manifester par une véritable violence. Mais la graine était déjà plantée, n'est-ce pas? Le délire, ou peu importe comment tu veux appeler ça, n'a fait que grandir avec le temps. Et cela alimenté par un trouble schizoaffectif qui ne serait diagnostiqué que des années plus tard, combiné à un trouble délirant. Mais il se trouve qu'avec la maladie, il y avait aussi autre chose, d'accord? Un schéma très calculé de manipulation et de contrôle qui ne correspondait pas, disons, à quelqu'un simplement en crise. En 1987, Sheila a répondu à une annonce personnelle publiée par un chiropracteur nommé Wilfred Labarre, ou Bill comme on l'appelait. Bill vivait dans une ferme de près de 50 hectares dans une petite ville appelée Epping, qui se trouvait dans le New Hampshire. Là-bas, il élevait des chevaux, il menait une vie très confortable. Sheila a déménagé là-bas, a adopté son nom de famille, même s'ils ne se sont jamais mariés, et très vite, elle a commencé à tout gérer. Donc, elle s'occupait des finances, de son cabinet, de la propriété. Bill était plus âgé qu'elle, il avait déjà un peu plus de 70 ans, et il avait déjà été marié 2 fois. Maintenant, Sheila, alors qu'elle était mariée à Wilfred, elle s'est mariée avec un autre citoyen jamaïcain en 1995. Il s'appelait Wayne Annis, et ils ont divorcé 1 an plus tard. En 1997, elle a obtenu une ordonnance d'éloignement contre lui, alléguant des violences. Mais selon Wayne, l'histoire était complètement différente. C'est Sheila qui le frappait, et pas seulement ça. Elle lui demandait de tuer Wilfred pour qu'elle puisse garder ses biens et sa propriété. La fille de Wilfred, Laura, a dit qu'elle n'a jamais aimé Sheila et qu'elle a même essayé plusieurs fois d'avertir son père à son sujet. Selon elle, Sheila était vraiment étrange et menaçait de tirer sur les gens. En 2000, Wilfred est décédé à l'âge de 74 ans. La cause officielle a été naturelle, mais sa famille a toujours soupçonné Sheila, une accusation qu'elle nie encore aujourd'hui. Avec la mort de Bill, Sheila a hérité de toute la ferme. Les enfants de Bill ont essayé de contester le testament, mais on leur a dit qu'ils n'avaient que 50% de chance et qu'ils devraient débourser 50 000 $ rien qu'en frais initiaux. Ils ont finalement abandonné. La ferme appartenait maintenant à Sheila. Eh bien, monsieur Wilfred, pas cool pour les enfants, et disons que c'est le premier maillon d'une histoire qui commence à mal tourner. Après avoir pris possession de la propriété, Sheila a commencé à attirer de jeunes hommes dans sa ferme, généralement par le biais d'annonces personnelles sur des services de rencontres par téléphone. La promesse était toujours la même, une relation amoureuse, un endroit où vivre, une nouvelle vie. Les hommes qu'elle choisissait avaient un profil bien précis. Presque tous étaient jeunes, avec peu de repères familiaux, certains avec une déficience intellectuelle, d'autres sortant de foyers ou de la rue. Des gens qui n'avaient personne vers qui se tourner pour demander de l'aide. James Brackett, par exemple, était un homme timide et avait un retard de développement. Il a vécu avec Sheila pendant 6 ans, puis il a témoigné au tribunal qu'il avait été agressé par elle pendant toute cette période. Les voisins eux-mêmes avaient déjà dit qu'ils avaient vu des hommes sortir de la propriété en ayant du mal à marcher, boitant, semblant être blessés. D'ailleurs, une détective locale a décrit cette ferme comme un terrain de jeu sadique dont les chapitres étaient révélés petit à petit. La police d'Epping avait déjà été appelée plus de 150 fois à cause de Sheila depuis son arrivée en ville. Et ça, c'était depuis la fin des années 80, 150 fois les amis. Sérieusement, vous vous rendez compte de ce que ça représente? Personne n'a pu arrêter ce qui se passait là-dedans. Michael DeLodge était un homme de 37 ans qui était passé par des foyers et cherchait un nouveau départ. Sheila lui a offert exactement cela. Un travail à la ferme, un toit, la compagnie de quelqu'un qui semblait se soucier de lui. Il a emménagé là-bas et pendant un certain temps, les choses semblaient vraiment fonctionner. Sauf que Sheila a commencé à l'accuser de choses absurdes. Dans un épisode documenté, elle a accusé Michael d'avoir endommagé sa charrette à chevaux.
Elle lui a crié dessus et insulté pendant des heures. Qu'il a avoué. Mais il a avoué quelque chose qu'il n'avait pas fait. C'était juste pour que ça s'arrête. Ensuite, elle l'a frappé jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. En juillet 2005, Sheila a laissé Michael rendre visite à sa mère. Et quand sa mère a vu son fils, elle a été horrifiée. Michael était très maigre, effrayé et complètement différent de la personne qu'elle connaissait. Quand madame a demandé ce qui se passait, Michael, clairement sous l'influence de Sheila, a accusé sa propre mère d'avoir abusé de lui quand il était enfant. Tu vois le truc, madame a tout de suite compris que ces mots ne venaient pas de son fils. Peu de temps après, Sheila a forcé Michael à enregistrer une confession forcée disant qu'il était pédophile. Et puis Michael a disparu. Plus personne n'a revu ce gars. La mère de Michael a signalé sa disparition à la police. Bien sûr, elle craignait que Sheila ait tué son fils. Malheureusement, sans preuves concrètes, l'enquête n'a pas avancé. Les restes de Michael n'ont été découverts qu'en 2008 lors d'une fouille approfondie de la ferme par la police. Ce qu'ils ont trouvé, c'était un os, une douille de cartouche tirée et son acte de naissance. Tout cela se trouvait dans une fosse septique sur la propriété. À ce jour, la manière dont il a été tué reste inconnue. Kenneth County est né en 1981 dans le Massachusetts. Sa mère, Caroline Lodge, décrivait son fils comme un jeune homme affectueux et confiant, mais avec une déficience intellectuelle. Kenneth avait fait son service militaire, travaillait comme livreur et vivait avec un colocataire à Wilmington, également dans le Massachusetts. Il a rencontré Sheila en février 2006 grâce à un service de rencontre par téléphone. Je trouve ça très drôle, ce service par téléphone à cette époque-là. Et leur premier rendez-vous a eu lieu le jour de la Saint-Valentin. Sheila a promis l'amour, elle a promis des fiançailles, elle a promis une vie ensemble. En quelques jours, Kenneth a quitté son emploi, il a quitté l'endroit où il vivait et il a déménagé à la ferme sans emmener la camionnette qu'il aimait tant. Dès que Kenneth est arrivé à la ferme, Sheila a appelé sa sœur pour lui dire qu'il avait les yeux du démon et qu'elle pensait qu'il était un pédophile. Dans les semaines suivantes, ce qui s'est passé dans cette maison a été brutal. Sheila a soumis Kenneth au travail forcé, à des agressions physiques constantes et à des abus sexuels. Elle l'a complètement isolé du monde. Comme avec Michael, elle a commencé à enregistrer des séances de torture. L'auteur du livre sur cette affaire, un homme appelé Michael Benson, disait que Sheila enregistrait l'audio de ces séances pour les réécouter plus tard, après que le corps ne fût plus que des os et des cendres enterrées. C'était un plaisir sadique. Sur les enregistrements, elle obligeait les victimes à avouer qu'elles étaient des pédophiles. Elle continuait cette torture jusqu'à obtenir l'aveu qu'elle voulait. Le 24 février 2006, Caroline Lodge, la mère de Kenneth, a appelé le commissariat d'Epping, complètement désespérée. Son fils avait disparu. Il ne répondait pas au téléphone, il ne se présentait pas au travail. Caroline a signalé une disparition et a demandé à la police d'aller vérifier à la ferme qu'il allait bien. Le sergent Sean Gallagher a alors reçu l'appel et il connaissait Sheila. Il avait déjà eu affaire à elle à plusieurs reprises depuis 1995. Gallagher et le détective Richard Colt se sont donc rendus à la ferme ce même après-midi. Quand ils sont arrivés et ont frappé à la porte, Sheila les a accueillis tous les deux et a dit que Kenneth était là, que tout allait bien. Et en effet, Kenneth est apparu. À ce moment-là, il ne semblait pas en danger immédiat. Du moins, pas d'une manière qui permettait aux policiers d'agir en se basant sur ce qu'ils voyaient. Sheila a expliqué la situation avec son assurance habituelle et les policiers ont dû repartir. Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Moins de 3 semaines plus tard, le 17 mars, les deux mêmes policiers, Gallagher et Colt, ont reçu un appel du supermarché de la ville. Quelqu'un causait des problèmes à l'intérieur et le supermarché avait déjà eu des soucis avec cette personne depuis quelques semaines. À leur arrivée, les policiers ont découvert une scène étrange qui a stupéfié tout le monde. C'était Kenneth, le même jeune homme qu'ils avaient vu à la ferme quelques semaines plus tôt, mais maintenant il était complètement méconnaissable. Il était affalé dans un scooter pour personnes à mobilité réduite, autorisé comme un fauteuil roulant. Son visage était entaillé, sa peau était grise et ses mains étaient tellement enflées qu'elles ne fonctionnaient même plus. Il y avait aussi 2 bidons de diesel dans le chariot. Sheila était là aussi, se promenant dans le supermarché avec un appareil photo jetable et prenant en photo toutes les caméras de sécurité de l'établissement. Elle affirmait que Kenneth avait été agressé à l'intérieur et voulait poursuivre le magasin. Lorsque le détective Colt a demandé à Kenneth s'il allait bien, Sheila lui a dit de se taire. Elle a affirmé qu'il n'avait pas à répondre. Les policiers les ont escortés jusqu'à la sortie.
Ils ont vu Kenneth s'appuyer sur le chariot parce qu'il n'arrivait pas à rester debout, puis Sheila l'a aidé à monter dans le van. La mère de Kenneth a poursuivi la police d'Epping quelques années plus tard, mais l'action en justice a été rejetée en 2010. 5 jours après l'incident au supermarché, dans la nuit du 24 mars vers 1 heure du matin, le commissariat d'Epping a reçu un appel étrange. C'était Sheila. Elle n'a pas appelé pour demander de l'aide ou faire un signalement, mais pour faire écouter un enregistrement. De l'autre côté du fil, les policiers ont entendu la voix de Kenneth Colt en train de vomir pendant que Sheila l'accusait d'être un pédophile. Et lui, entre deux hauts le cœur, avouait ce qu'elle voulait. Sheila a fait écouter cela. Comme si elle présentait une preuve, comme si cette confession forcée justifiait tout ce qu'elle faisait. Les policiers se sont inquiétés pour la sécurité de Kenneth et ont décidé d'aller à la ferme cette même nuit. Quand ils sont arrivés, ils ont frappé à la porte, aux fenêtres, sur les côtés de la maison. Personne n'a répondu. Alors ils sont retournés à la voiture et Gallagher a appelé le procureur adjoint du comté pour savoir s'il y avait un moyen légal d'entrer là-bas. Le procureur a dit que oui, qu'il avait suffisamment de preuves pour pouvoir faire une vérification. Les policiers sont revenus, cette fois avec du renfort. L'un des officiers portait un fusil de patrouille, mais c'était juste par précaution, n'est-ce pas? Après tout, le fusil était pointé vers le sol, mais il savait ce qu'il pouvait trouver là-bas. Alors, Gallagher a donné un coup de pied dans la porte d'entrée et est entré. Au même moment, il a entendu du bruit et a vu Sheila s'approcher d'eux depuis le portail. Elle était sortie par l'avant pendant qu'il forçait l'entrée à l'arrière. Sheila a immédiatement dit que Kenneth n'était pas là. Les policiers ont demandé à entrer dans la maison, elle a autorisé et elle semblait même assez satisfaite de faire cette visite pièce par pièce. Dans le sous-sol, ils ont trouvé des baskets qu'elle disait appartenir à Kenneth, mais elle a refusé qu'ils les prennent. Quand ils sont sortis de la maison, le détective Cole a remarqué un gros os qui se trouvait dans un tas de cendres, juste là, près du portail. Il a demandé ce que c'était. Sheila a dit que c'était un lapin, qu'elle brûlait souvent des lapins à la ferme. Mais Cole a remarqué que l'os était trop gros pour un lapin. Sheila est devenue agitée et elle a lâché une phrase qui a glacé le sang des policiers. Elle a dit que cet os était soit celui d'un lapin, soit celui d'un pédophile. Gallagher a demandé pourquoi elle avait évoqué le terme pédophile sans raison. Elle a nié avoir dit quoi que ce soit. Les policiers ont voulu emporter l'os, mais elle a refusé. Et puis, après quelques discussions, ils sont partis eux aussi. Le détective Gallagher savait qu'il devait revenir, mais cette fois avec un mandat. Le 25 mars, donc, la police d'Epping et la police d'État du New Hampshire sont arrivés à la ferme, munis d'un mandat de perquisition. Et ce qu'ils ont trouvé en arrivant était une scène qui confirmait le pire. Sheila était couverte de cendres et de suie de la tête aux pieds. Elle a couru à l'intérieur de la maison et a verrouillé la porte. Et quand ils ont forcé la porte, Sheila pleurait et a dit qu'elle s'attendait déjà à leur venue. Sheila a demandé s'ils allaient l'arrêter. Les policiers ont répondu non, affirmant vouloir seulement parler. Ils disposaient aussi d'un mandat pour fouiller l'extérieur de la propriété. Sheila est sortie marcher jusqu'à l'un des tas de brûlages dans la cour. Et elle a dit ensuite qu'elle avait passé toute la nuit éveillée à brûler un lapin et quelques vêtements. Pendant que la police était partie la veille au soir pour essayer d'obtenir un mandat, Sheila est restée seule sur la propriété avec une liberté totale pour détruire les preuves. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Le gros os charnu que le détective avait vu la veille n'était plus là. Les baskets de Kenneth avaient également disparu. Donc, l'auteur lui-même qui a parlé de l'affaire a commenté cette question du fait que Sheila ait été laissée seule sur la propriété avec une liberté totale pour détruire tout ce qu'elle pensait susceptible de l'incriminer. Ce qui était une grosse erreur, n'est-ce pas? Pourtant, la fouille a révélé beaucoup. Les enquêteurs ont trouvé 3 tas de brûlages séparés. Un matelas incendié, des fragments d'os humains et des éclaboussures de sang à plusieurs endroits dans la maison. Des bagages et des objets personnels étaient également empilés à côté des foyers de brûlage. Toute la ferme était une scène de crime. Sheila a été emmenée au commissariat et interrogée pendant 7 heures. Elle n'a rien avoué. Sans aveu et sans preuve suffisante à ce moment-là pour maintenir la détention, les policiers ont dû la relâcher. Et là, elle a fait ce que tout fugitif fait quand il sait que la police resserre l'étau. Elle a disparu. Sheila a traversé la frontière vers le Massachusetts et a fini par se retrouver chez une femme appelée Pam Paquin. Cette femme, elle l'avait rencontrée quelques jours plus tôt, quand elle avait offert 3 lapins aux enfants de Pam et avait même payé un dîner en famille pour eux là-bas. Pam, qui avait apprécié la gentillesse de Sheila, l'a invitée à rester cette nuit-là. Tous les 4 étaient là, dans le salon, à regarder la télévision le soir,
quand le journal télévisé local a commencé avec la nouvelle de la disparition d'un homme dans une ferme à Epping, appartenant à une femme appelée Sheila l'abeille. Sheila a vu le reportage avec tout le monde présent et a crié le nom d'Adam. Elle ne comprenait pas. Quel Adam? Sheila a commencé à pleurer et a avoué une partie de la vérité à sa nouvelle amie. Elle a dit qu'Adam était son petit ami, mais qu'il avait changé de nom quand il avait commencé une nouvelle vie avec elle à la ferme. C'était comme un nouveau départ dans la vie et personne au Massachusetts ne connaissait Kenneth sous son vrai nom. Sheila l'avait rebaptisé Adam Olympia Labarre et à Pam, Sheila a lâché une phrase qui l'a beaucoup incriminée. Sheila ne savait pas où se trouvait Adam et maintenant tout le monde allait penser qu'elle l'avait tué. Le 1er avril 2006, 5 jours après que Sheila ait été libérée de l'interrogatoire, le mandat d'arrêt a été délivré. Sa photo, prise dans les registres du service des immatriculations de la ville, est parue en première page du journal local avec le titre « Femme recherchée pour homicide et incinération ». Sheila a tenté de se déguiser, s'est coupée et teint les cheveux en roux, mais cela n'a servi à rien. Le lendemain, le 2 avril, après une dénonciation anonyme, elle a été arrêtée à Revry, qui est une ville de la région métropolitaine de Boston. La police a fouillé la ferme pendant 3 semaines. Ce qu'ils ont trouvé était dévastateur. Des os humains, plusieurs tas de cendres, du sang répandu dans toute la maison, des preuves que Kenneth avait été poignardé à mort avant que son corps ne soit brûlé. Son ADN a été identifié grâce au dossier de l'armée. Vous vous souvenez qu'il y était passé? Sheila a finalement admis avoir poignardé Kenneth et brûlé son corps ensuite. Elle a également avoué avoir tué Michael Deloge. Elle a dit qu'elle avait brûlé ses restes, mais la façon dont elle l'a tué n'a jamais été clairement établie. Mais la découverte la plus troublante est venue d'ailleurs. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont trouvé 3 doigts humains sur la propriété. Ils ont effectué quelques analyses et le résultat était étrange. Ces doigts n'appartenaient ni à Kenneth ni à Michael. Ces doigts appartenaient à une 3e personne qui n'a jamais été identifiée. Jusqu'à aujourd'hui, aucune correspondance ADN n'a été trouvée. Sheila non plus n'a jamais rien dit à ce sujet. De plus, des témoins ont déclaré avoir vu Sheila ordonner que des victimes soient placées dans le coffre de sa voiture. Et il y avait des raisons de croire qu'elle gardait des hommes dans des cages sur sa propriété. L'ex-mari Wayne Ennis a déclaré que Sheila avait tenté de le forcer à participer au meurtre. Face à tout cela, la question restée sans réponse est la suivante. Combien de personnes sont passées par cette ferme et n'en sont jamais sorties? Le procès de Sheila a eu lieu en mai 2008. Il s'est tenu à la Cour supérieure du comté de Rockingham. Sheila a plaidé non coupable pour cause de folie, et même son avocat de la défense a dit qu'elle était une personne très perturbée. Certains psychiatres ont également témoigné que Sheila avait reçu un diagnostic de schizophrénie et de troubles délirants. L'un des psychiatres, Roger Gray, a également parlé de son enfance. Quand il a parlé des abus qu'elle avait subis plus jeune, elle s'est effondrée et a dû être évacuée de la salle. Mais l'accusation a présenté l'autre version. Brad Bailey, l'avocat de la défense lui-même, a reconnu par la suite qu'il n'y avait absolument aucun fondement dans la réalité pour suggérer que les victimes de Sheila étaient en fait des pédophiles. Aucun, zéro. Le délire était exclusivement le sien. L'accusation a présenté les enregistrements que Sheila faisait pendant les séances de torture, des aveux arrachés sous la douleur et la peur. Ils ont montré que Sheila choisissait des victimes vulnérables avec précision, les attirait avec la promesse d'amour, isolait ces personnes à la ferme et les détruisait systématiquement. Ce n'était pas une crise psychotique, a soutenu l'accusation. C'était une méthode. Elle ressentait probablement beaucoup de haine envers les hommes à cause de son père, peut-être. Et tout ça, non. Et elle avait vraiment besoin d'une raison pour tuer, même si elle inventait elle-même cette raison. Le jury s'est rendu personnellement à la ferme. Ils ont également visité le supermarché où Kenneth avait été vu en public pour la dernière fois. Sheila a été emmenée lors des 2 visites et ils lui ont mis une ceinture à décharge électrique par mesure de sécurité. Le 20 juin 2008, le jury a rendu sa décision. Sheila était bel et bien saine d'esprit lorsqu'elle a commis les meurtres. Elle a été reconnue coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré. La sentence a été de UX peine de réclusion à perpétuité consécutive. Possibilité de libération conditionnelle. Elle a fait appel en 2010, mais celui-ci a été rejeté. Sheila LaBarrie est toujours incarcérée à la prison pour femmes du New Hampshire à Concord. Elle ne sortira plus jamais.
Michael Deloge a été partiellement identifié par un os et par un acte de naissance retrouvé dans la fosse septique d'une femme qui a affirmé que Dieu lui avait ordonné de le tuer. Kenneth Count a été identifié grâce à l'ADN que l'armée américaine conservait dans ses archives. Et ces 3 doigts humains qui sont apparus à la ferme pendant les recherches, ils n'ont jamais été attribués à qui que ce soit. Aucune correspondance génétique, aucune personne disparue ne correspond au profil. Aucune réponse. La police d'Epping a été appelée plus de 150 fois à cause de Sheila LaBarrie pendant près de 2 décennies. Cet après-midi de mars, dans un supermarché, 2 policiers ont regardé un jeune homme de 24 ans, brisé, assis dans un fauteuil roulant, ont entendu une femme lui ordonner de se taire et sont repartis. C'est bizarre, non? Ce sont les abductés. Quelle affaire insolite et étrange, non? J'en ai même parlé avec Ju quand je discutais avec elle pour faire cette collaboration ici. Je pense que ça ferait une saison d'American Horror Story, vous ne trouvez pas? Mais c'est ça. Merci d'avoir été là, les amis. Ju, c'est toujours un plaisir de t'accueillir ici sur ma chaîne. Considère-toi déjà invité pour notre prochaine collaboration annuelle, d'accord? Bon les amis, j'espère que vous avez aimé ce format vidéo où nous racontons des affaires ensemble. Marcos Campos, merci encore pour l'invitation. J'adore ces collaborations. Il faut qu'on en fasse une sur ma chaîne. Suggérez d'autres sujets en commentaire pour qu'on en discute là-bas. Et merci à tous d'avoir regardé. On est ensemble, bisous du roux, à la prochaine.